C'est seulement en 1890 ou 91 que je revis la maison de ma mère et mon village. Mes frères avaient grandi et pouvaient enfin défendre leurs biens. Ils pouvaient aussi se rendre au marché pour vendre les produits de leurs champs et les burneaux que ma mère tissait. Elle m'a raconté plus tard quelle avait été sa joie le jour où elle n'eut plus recours à des étrangers pour ses transactions. Comme je l'ai déjà dit, son second mari l'avait quittée pour reprendre dans sa famille la place du frère aîné mort, ainsi que le commandait le Nif Kabyl, c'est-à-dire l'honneur. Ma mère ne le revit jamais, mais elle ne disait de lui que du bien, car il lui avait rendu service dans les moments difficiles. Ma petite sœur était morte de la variole l'hiver précédent. J'étais partie de l'école avec Alice, une compagne qui habitait un village voisin du nôtre. Le vieil Ali Ouidir nous escortait, car les maîtresses voulaient prendre des vacances, et nous les gênions. Je vécus ces quelques jours de congé tranquilles. Nul n'osait me molester, mais je sortais rarement de la maison. Je retournai à l'école. Cette année-là, il y eut beaucoup de neige. Durant des semaines, nous fûmes bloqués. De nombreuses petites filles vinrent demander asile. Certaines avaient pour mère des mendiantes appartenant à la tribu des Ethkelili, qui néanmoins leur apportaient des friandises. Il y eut surtout une famille d'orphelins. La mère était morte brûlée et le père avait été assassiné un jour qu'il revenait de vendre ses beignets au marché. Ils étaient 5, 4 petits et un garçon. Les 2 aînés avaient à peu près mon âge. Une autre plus jeune, la 4e, ne marchait pas encore. Il y avait aussi parmi les pensionnaires de petites Françaises, filles de colons ou de cafetiers. Il en vint de Mekla, de Tizi Ouzou et de Fort-National. Celles-là avaient leur dortoir et leur réfectoire à part. Elles retournèrent chez elles, les unes pour se marier, les autres pour aller dans d'autres écoles. Je ne les ai pas toutes connues. La dernière, une fille de colon de Mekla, obtint son brevet et prit un poste d'institutrice. Une autre élève de l'école avait été appelée à faire la classe à Azrou Ourlel. Plusieurs eurent leur certificat d'études. Les grandes étaient parties, sauf 3 qui furent présentées au brevet, et comme un fait exprès, elles échouèrent. Les années s'écoulèrent, les saisons, les étés, les hivers. En 1892, je fus reçue à mon tour au certificat d'études. J'étais assez bonne élève pour les choses qui me plaisaient. J'étais première en histoire de France, mais j'avais horreur de la géographie. Je n'ai jamais pu savoir les sous-préfectures des départements, tandis que je me souviens très précisément de la succession et des alliances des rois, de la Révolution française et de l'époque napoléonienne. J'aimais le français, mais pas quand il fallait expliquer des proverbes ou des maximes. Ce que j'aimais, c'était raconter, inventer des histoires. Je n'étais pas mauvaise en calcul. Pour l'habillement, tous les ans, nous recevions des ballots de toile de Vichy à carreaux bleus et blancs. 1 ou 2 fois l'hiver, nous avons eu des robes marron rugueuses. Quant aux chaussures, chaque automne, le cordonnier venait nous essayer des galoches ou parfois des souliers. Une fois usés, ils n'étaient jamais réparés et nous les jetions en chantant « Mes souliers laissent passer l'eau ». C'est la faute à monsieur Chagreau, le cordonnier. Nous vécûmes ainsi paisiblement jusqu'en 1893. À cette époque, l'administrateur Demonc fut envoyé à Sidi Bel Abbès comme sous-préfet et remplacé par monsieur Masselot. Entre-temps, une jeune fille de chez nous avait eu la chance d'obtenir son diplôme de brevet élémentaire et d'être nommée institutrice. Elle était titulaire du poste de Eit Hichem, le seul village kabyle où le caïd avait fondé une école mixte, filles et garçons. Et pour donner l'exemple, sa propre fille fréquenta l'école, puis en devint
institutrice, monitrice. L'institutrice fréquenta bientôt un jeune homme de son village, qui sortait lui-même de l'école normale de Bouzaléa. Il avait été nommé à tête d'El-Toufla à la place du prédécesseur, parti pour des raisons de santé. Les deux jeunes gens voulurent se marier, mais les parents leur refusèrent leur consentement, car c'étaient deux familles rivales. Madame Malaval prit alors l'affaire en main et la question fut discutée à la Chambre des députés. Les jeunes gens eurent gain de cause. C'était le premier ménage d'instituteurs kabyles, mais l'affaire fit scandale. On l'appela à l'époque le procès de la belle Fatma. Cela causa, je crois, beaucoup de tort à l'école et créa des ennemis nombreux à la directrice dont on jalousait le succès. On cria à l'émancipation de la femme musulmane. En ce temps-là, l'instruction pour les garçons était obligatoire. Quand un élève avait fait l'école buissonnière, le fils et son père avaient 3 jours de prison et 15 francs d'amende. Aussi les garçons allaient-ils régulièrement en classe. Mais pour les filles, on n'imposa rien d'analogue, hélas. Il n'y eut jamais d'enseignement laïque pour les filles, en dehors de notre propre école, laquelle ne devait malheureusement pas tarder à fermer. En effet, M. Maslow vint nous voir et parla en ces termes. La commune ne peut plus assumer les frais de l'orphelinat. Qu'on ferme l'école et qu'on renvoie les élèves dans leur famille. Il nous fit mettre en rang d'oignons et nous dit « Je ne puis rien pour vous. Si vous étiez des hommes, je vous donnerais un burnous de gardes champêtres et de cavaliers. Mais vous êtes des filles. » Et il ajouta négligemment « Elles sont jolies. Elles se marieront. » Madame Malaval refusa d'obéir. Pendant 6 mois, elle fit marcher l'orphelinat avec ses économies. Elle remua ciel et terre. Elle écrivit aux membres du gouvernement, aux personnes influentes qui pouvaient l'aider. Ce ne fut qu'au bout de ce délai, en octobre 1893, qu'elle obtint gain de cause. Il fut décrété que l'orphelinat de Tett El Toufla deviendrait cours normal de Tett El Toufla et que l'État en aurait la charge. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.